La possession de Cathy. Une forêt de chênes noirs, aux branches tortueuses, entourait l'ancienne ferme à la peinture écaillée, où rien ne semblait avoir changé depuis le début du XXe siècle. Les mêmes images religieuses délavées étaient toujours suspendues au mur, les mêmes rideaux jaunis flottaient aux fenêtres, et les mêmes napperons grisâtres recouvraient les accoudoirs décolorés des fauteuils. La maison appartenait à la famille Peterson depuis des générations. De l'extérieur, elle semblait immense, mais en réalité, elle ne disposait que de 7 pièces. Cathy, 16 ans, la partageait avec ses parents, Fred et Irène, et Patricia, sa petite sœur. Son grand frère, Kevin, était mort noyé en 1970. Peu de temps avant sa disparition, il avait été victime d'une abominable expérience. Une nuit, il s'était réveillé avec un terrible sentiment d'écrasement. Il avait ouvert les yeux et il avait vu un homme allongé sur lui. Horrifié, il s'était mis à crier. Mais l'homme avait sauté de son lit et, s'éloignant dans la pénombre de sa chambre, il avait disparu. Ses parents en avaient conclu à un mauvais rêve et plus personne n'y avait jamais fait allusion. Pour Irène, la hantise commença un jour d'hiver. Un matin, en se réveillant, elle découvrit que toutes les franges de son couvre-lit avaient été tressées durant la nuit. Le même phénomène se répéta le lendemain, le surlendemain et toutes les nuits pendant une semaine. Elle ne savait pas qui s'amusait ainsi, mais elle soupçonnait ses filles et elle trouvait la blague stupide. Agacée, elle finit par couper le bord. La nuit suivante, un sentiment de malaise l'attira du profond sommeil où elle était plongée. Elle avait l'impression que quelqu'un se trouvait dans sa chambre, tout près d'elle. Soudain, ses couvertures commencèrent à glisser et une petite fille grimpa sur son lit. Irène, qui ne voyait rien d'autre qu'une silhouette sombre, la regarda se rapprocher lentement d'elle et un froid glacial envahit son corps. Terrifiée, elle tendit la main pour attraper l'interrupteur qui pendait au-dessus de sa tête, et la fillette continua à glisser sur le couvre-lit. Après avoir tâtonné dans l'obscurité pendant une éternité, elle finit par trouver le cordon, mais la mystérieuse silhouette se volatilisa juste au moment où elle appuyait sur le bouton. Peu de temps après, des bruits de pas commencèrent à résonner sur les parquets en bois des pièces inoccupées. Parfois, des coups retentissaient dans les murs. Il arrivait aussi que les portes s'ouvrent en gémissant sinistrement. Tous les membres de la famille étaient témoins des perturbations, mais ils les attribuaient toujours à des phénomènes naturels quelconques, comme des courants d'air, des rongeurs ou encore le travail du bois. Un soir, Fred et Irène sortirent pour quelques heures, laissant leurs 2 filles seules à la maison. Cathy lisait un roman à l'eau de rose, assise sur le canapé du salon, quand elle entendit une voix murmurer son prénom. Intriguée, elle posa son livre sur ses genoux, et la voix l'appela une nouvelle fois. Elle semblait venir de sous les combles. Cathy n'était pas spécialement courageuse, mais pour une obscure raison, elle se leva et se dirigea directement vers la porte du grenier. Elle avait l'impression qu'une force contrôlait sa volonté, la poussant à avancer contre son gré. Le cœur battant furieusement, elle monta les marches usées de l'escalier. Elle attrapa la poignée d'une main tremblante, la fit lentement tourner, et la porte s'ouvrit sur l'obscurité. La voix lui semblait plus distincte maintenant,
Elle était espiègle, presque rieuse. Elle ressemblait à celle d'un enfant qui joue à cache-cache. Cathy n'avait aucune envie de fouiller le grenier. L'idée la terrifiait. Mais quelque chose l'obligea à y entrer. La voix était tout à fait claire maintenant, et elle semblait toute proche. Elle alluma fébrilement la lumière, et une lueur jaunâtre illumina la pièce. Une couche de poussière recouvrait le plancher que personne n'avait visiblement foulé depuis des années. Soudain, un rire cristallin résonna à ses oreilles, et elle se retrouva brusquement libérée. Horrifiée, elle courut jusqu'à sa chambre où dormait déjà sa sœur. Elle y resta enfermée jusqu'au retour de ses parents. Suite à cette expérience, Cathy commença à se sentir mal à l'aise dans la maison, où elle avait pourtant passé toute son enfance. Elle sursautait à chaque fois qu'elle entendait une porte grincer, et elle évitait de rester seule. Elle n'arrêtait pas de penser à la voix de l'enfant. Parfois, elle se demandait si elle ne l'avait pas imaginée. Elle aurait sûrement fini par s'en convaincre si elle ne s'était retrouvée confrontée à quelque chose de plus abominable encore. Une nuit, une angoisse irraisonnée la tira de son sommeil. À moitié endormie, elle parcourut machinalement la pièce des yeux et elle vit, debout près du lit de sa sœur, une grande silhouette d'un blanc luminescent tenant un trident entre ses mains. Comme elle la regardait, stupéfaite, une horde de formes indistinctes, armées d'un grand couteau, se glissèrent dans la pièce par toutes les ouvertures possibles, et s'avança vers le lit de sa sœur endormie. Elles tentèrent de l'attaquer. Semblant monter la garde, la grande silhouette blanche restait près de sa sœur. Elle repoussait les assauts de ses assaillants en les transperçant de son trident et en les renvoyant dans le néant. Pétrifiée de peur, Cathy observa silencieusement la bataille fantomatique, sans même penser à crier ou à s'enfuir, et elle finit par perdre connaissance. Le lendemain matin, à son réveil, tout avait disparu. Au cours des semaines suivantes, des bruits d'objets brisés et de meubles déplacés commencèrent à résonner au rez-de-chaussée. Fred et Irène descendaient voir à chaque fois, mais les pièces étaient toujours en ordre, les meubles à leur place et les objets intacts. Nuit après nuit, des murmures, qui semblaient provenir du grenier, s'immisçaient dans leur chambre et dans celle de leur fille. Tout le monde les entendait, mais Cathy en était plus affectée que les autres. La voix s'insinuait dans sa tête. Elle écrasait ses pensées et les remplaçait par d'autres, beaucoup plus sinistres. Elle lui parlait de désespoir, de destruction et même de suicide. Elle l'accusait d'être responsable des phénomènes inexplicables et d'apporter le malheur dans sa maison. Elle la culpabilisait en lui répétant de manière lancinante combien elle était mauvaise. « Tu dois te punir pour expier tes fautes, » lui chuchotait-elle perfidement. « Sauve ton âme pendant que tu le peux encore. » Et elle se montrait tellement insistante que Cathy finit par céder. Un soir, elle emporta dans sa chambre un grand crucifix métallique, comme la voix le lui avait demandé. Après l'avoir fait chauffer à la flamme d'un briquet, elle appliqua le métal brûlant sur le haut de son bras en appuyant le plus fort possible, gravant ainsi la forme d'une croix dans sa chair. Elle répéta la même opération à 4 reprises, et la voix se tut enfin. Son châtiment était terminé, enfin, pour le moment. Quelques jours plus tard, elle se retrouva une nouvelle fois obsédée par l'idée de se punir. Elle savait que certaines de ses pensées lui étaient soufflées, mais elle n'arrivait pas à les chasser. Alors, comme l'emprise de la voix semblait se renforcer,
et qu'elle n'en pouvait plus de lui résister, elle prit la décision de se suicider. Elle avait longuement réfléchi à la question et ne voyait pas d'autre choix. Un après-midi de désespoir, elle s'enferma à clé dans sa chambre pour y mettre le feu. Elle avait choisi de s'immoler dans les flammes pour détruire le mal avec elle. Elle était sur le point de craquer une allumette pour enflammer son couvre-lit quand sa petite sœur tapa à la porte. Le projet fut alors abandonné, du moins pour un temps. L'esprit maléfique venait de perdre une bataille, mais il n'avait pas perdu la guerre. Peu de temps après, alors qu'elle montait se coucher, une femme à la tête couverte d'un long voile blanc, comme une mariée, se mit à grimper lentement les marches de l'escalier devant elle. La mystérieuse silhouette se volatilisa en arrivant au premier, et Cathy en profita pour foncer dans sa chambre. Cette nuit-là, elle mit longtemps avant de s'endormir. Elle venait tout juste d'y parvenir quand la lumière venant de l'interrupteur la réveilla. Elle l'entendait s'allumer et s'éteindre, mais aucune lumière ne venait jamais éclairer la pièce. Le même phénomène commença alors à se répéter nuit après nuit. La voix résonnait toujours dans sa tête, mais maintenant, elle lui ordonnait de se tuer. « Tu fais le malheur de tes parents », lui murmurait-elle cruellement. « Il serait tellement mieux sans toi. Suicide-toi, tu ne mérites pas de vivre. » Épuisée, Cathy finit par se laisser convaincre. Elle s'ouvrit les veines avec une lame de rasoir et se retrouva aux urgences. Quelque chose la suivit à l'hôpital, qui continua à la harceler. Seule, dans le silence de sa chambre, elle entendait une multitude de voix. Elle avait l'impression que des nonnes et des moines étaient réunis autour de son lit et qu'ils chantaient pour elle. « Retourne dans ta maison », lui répétait-il sans cesse. « Tu lui appartiens, retourne dans la maison. » Cathy finit par repartir chez elle et la voix recommença à la tourmenter. Elle ne lui conseillait plus de mettre fin à ses jours, mais de s'en prendre à ses proches. Elle lui disait que tout le monde était corrompu, que les gens étaient tous immondes et qu'ils devaient être châtiés. Cathy tentait de lui résister comme elle le pouvait, mais elle brûlait de l'écouter. Finalement, sur les conseils du pasteur de leur paroisse, ses parents téléphonèrent à Ed et Lorraine Warren pour leur demander de l'aide. Lors de leur visite, Lorraine sentit la présence d'un esprit maléfique dans une des chambres du haut. Il semblait en attente. Elle découvrit également une autre présence, un esprit enfantin et joueur qui se cachait dans le grenier. Malheureusement, il était déjà trop tard. L'esprit maléfique avait complètement pris possession de Cathy. Malgré de nombreuses tentatives d'exorcisme, il refusa de l'abandonner. Des années plus tard, elle restait toujours sous l'emprise de sa voix. Chaque soir, à la nuit tombée, la vieille ferme se remplissait de murmures et des silhouettes blanches déambulaient dans les escaliers et dans les chambres.